On dit souvent que les chiens ne mentent jamais sur l'amour. C'était une phrase que Martha aimait répéter, et ce jour-là, Duke lui donnait raison en tentant littéralement de griffer à travers du chêne massif. La cérémonie funéraire suivait son cours, réglée avec une précision militaire au cimetière de Stonehill, lorsque le berger allemand bondit soudain vers le cercueil de son maître. Ses pattes déchiraient la surface vernie, laissant des traces de sang sur le bois poli, tandis qu'il hurlait dans l'air glacial d'octobre. Sa détresse transperçait le silence comme une lame. « Contrôlez ce chien immédiatement !» aboya le chef de la police, David Harmon, la voix aussi tranchante que la bise. Mais Duke refusait de céder, se débattant contre les officiers qui tentaient de le retenir. L'étoile américaine qui recouvrait le cercueil de l'agent de police Noah Peterson était désormais maculée d'empreintes écarlates. À quelque part, Rachel Peterson posa une main tremblante sur son ventre arrondi. « Laissez-le lui dire au revoir », murmura-t-elle. Sa voix, pourtant douce, porta à travers l'assemblée figée. Mais Rachel se trompait. Duke ne disait pas au revoir. Ses yeux ambrés brûlaient d'une urgence quasi surnaturelle alors qu'il tournait autour du cercueil en gémissant d'une façon qui fit dresser les cheveux sur la nuque des anciens combattants présents. Walter Grayson, vétéran du Vietnam, fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant également depuis quelle ville vous regardez cette histoire. Et maintenant, reprenons l'histoire. Rachel se redressa soudain, ses gestes devenant précis, instinctifs. « Ouvrez-le » ordonna-t-elle, sa voix coupant net le murmure du vent. « Ouvrez le cercueil maintenant !» Le silence devint oppressant, comme un brouillard lourd et humide. Les mains de Rachel, qui avait appris la précision à force d'années en tant qu'infirmière, ne tremblaient plus. Elle fixait Duke, son comportement ayant déclenché en elle ce sixième sens professionnel que la douleur ne pouvait éteindre. Le capitaine en uniforme impeccablement repassé, Samuel Carter, s'avança. Il portait déjà le poids d'une lourde culpabilité pour avoir ordonné le raid qui avait coûté la vie de Noah 3 jours plus tôt. « Rachel, tu... » commença-t-il, mais elle lui coupa la parole, le doigt tendu vers le chien. Duke continuait de tourner, méthodique, en cercle autour du cercueil, contre le sens des aiguilles d'une montre, laissant derrière lui une traînée rouge sur l'herbe du cimetière. Son souffle court semblait suivre un rythme que lui seul percevait. Au bord de la rangée, leur fille de 6 ans, Lucie, tira sur la robe noire de sa mère. « Maman, pourquoi Duke compte ?» demanda-t-elle d'une voix d'enfant trop claire dans cette atmosphère glacée. Et cette remarque, dans sa naïveté désarmante, fit frissonner l'assistance. Elle avait raison. Les gémissements de Duke suivaient un motif précis. 3 courts, 3 longs, 3 courts. Walter Grayson se fraya un chemin à travers la foule, son visage parcheminé d'un blanc livide. « J'ai déjà vu ça ?» souffla-t-il, la voix éraillée par les souvenirs. En 68, notre chien Rex faisait pareil, juste avant qu'on découvre que Thompson avait été enterré vivant dans un tunnel effondré. Ces bêtes, elles savent de des choses qu'on ignore. Le chef Harmon serra la mâchoire, hésitant à prendre une décision qu'il ne pourrait plus rétracter. « Le blast » murmura-t-il, comme pour se convaincre. Les blessures étaient graves. La famille n'a pas besoin de voir ça. Rachel redressa la tête, sa voix cette fois portée par un mélange de désespoir et de professionnalisme. « Je suis infirmière, j'ai vu pire, et là ce chien est en train de nous dire que quelque chose ne va pas. » Les officiers formèrent un cercle autour de la fosse. Certains murmuraient des prières, d'autres ne quittaient pas le chien des yeux, leur regard empli d'inquiétude. La queue de Duke, d'habitude portée fièrement, était raide comme un mât. Ses oreilles plaquées en arrière, chacun de ses muscles vibrant de tension. Maria Delgado, ancienne partenaire de Noah, avant qu'il ne rejoigne l'unité cynophile, s'approcha de Rachel. « Avec tout le respect que je vous dois, chef, s'il y a ne serait-ce qu'une chance... » Elle n'eut pas besoin d'achever sa phrase, Duke venait de s'arrêter. Il se posta au niveau de la tête du cercueil, y posa une patte ensanglantée sur la bannière étoilée et fit quelque chose qui laissa la foule sans voix. Il se coucha dans la posture exacte qu'on lui avait apprise pour protéger des preuves. Immobile, alerte, gardien d'un secret. Charles Kenton, le maître de cérémonie funéraire, la gorge nouée malgré ses 40 années de métier, murmura « C'est très irrégulier, mais ouvrez-le ». Cette fois, ce fut la voix de Harmon qui donna l'ordre. Elle résonnait d'une autorité mêlée d'un espoir timide et d'une peur sourde. « Si ce chien se trompe, j'assume. Mais s'il a raison ?» Les employés se consultèrent du regard, puis commencèrent à s'exécuter. La bannière fut repliée avec soin. Les loquets claquèrent dans l'air glacial, comme des coups de feu.
Et tandis que le couvercle commençait à se soulever, lentement, centimètre par centimètre, Duke se redressa, chaque fibre de son être tendue vers ce qu'il savait être à l'intérieur. 3 ans plus tôt, le centre d'entraînement canin de Rockford, en périphérie de Saint-Louis, ressemblait de l'extérieur à n'importe quel autre bâtiment administratif. Fonctionnel, discret, cerné d'un grillage. À l'intérieur, Noah Peterson s'apprêtait à rencontrer celui qui allait bouleverser sa vie. Celui-là a un sacré bagage, dit l'avertie la sergente Karen Walsh en l'emmenant le long d'un couloir tapissé de chenilles. Le vacarme des aboiements assourdissait, mais une cage restait étrangement silencieuse. Il a perdu son maître il y a 6 mois, un bon gars, Frank Chen, ils ont été pris dans une embuscade. Chen n'a pas survécu. Noah s'agenouilla devant la cage où le berger allemand était allongé dans un coin, le regard éteint. Son pelage, autrefois brillant, avait terni. La gamelle intouchée. Il ne travaille plus avec personne. On a essayé 4 agents différents, il se ferme. Le département est prêt à le réformer. Peut-être en adoption familiale. Son nom complet ? Demanda Noah, sans détourner le regard du chien. Herzog von Falkenberg, issu d'une lignée d'importation allemande, le meilleur de l'unité, enfin, avant. Noah soutint le regard voilé de l'animal. Il connaissait ce regard. C'était le sien, celui qu'il avait croisé dans son miroir après avoir perdu son propre partenaire dans une fusillade 5 ans plus tôt. « Donnez-moi 4 semaines », dit-il simplement. La sergente haussa un sourcil. Les autres ont abandonné après 1. Alors il n'avait pas besoin de lui, autant que moi. Noah se détourna de la cage. Parfois, le bon Dieu associe des âmes cabossées pour une raison. Ma grand-mère disait ça de ses chiens de ferme. Je parie que ça marche pour nous aussi. La première semaine mit la patience de Noah à rude épreuve. Duke refusait de reconnaître sa présence, ne mangeait pas quand il était là, ignorait les ordres en anglais comme en allemand. Mais Noah avait grandi dans le ranch de son grand-père dans le Montana, où on apprenait que briser un cheval demandait plus de patience que de force. Tous les matins, il arrivait tôt, s'asseyait devant la cage et lisait à voix haute les résultats sportifs. « Les Hawks ont encore perdu », commentait-il. « Je suppose que toi, t'en as rien à faire. Mais bon, faut bien que tu saches ce qui se passe dans ta nouvelle ville. » Il laissait chaque nuit un vieux t-shirt dans la cage qu'il récupérait le matin. Il déjeunait assis sur le béton, le dos contre la grille, jamais intrusif, juste présent. Le 10e jour, quelque chose changea. Alors qu'il lisait un article sur les Rockies, un léger bruit derrière lui attira son attention. Duke avait avancé. À peine, mais il s'était rapproché. « C'est bien, mon grand », murmura Noah sans se retourner. « Prends ton temps. » Le vrai tournant survint lors de la 3e semaine. Un appel d'urgence parvint à la caserne en plein après-midi. Une fillette de 4 ans, Mia Chung, avait disparu de son jardin dans le quartier de Maplewood. Les équipes de recherche fouillaient déjà depuis 6 heures. La température chutait, le temps pressait. Noah se préparait à rejoindre les unités lorsqu'il entendit un gémissement bas venant du chenil. Duke était debout, oreille pointée vers lui, comme s'il l'appelait. « Tu veux travailler ?» demanda Noah. Pour la première fois en 6 mois, la queue du chien bougea. Pas encore un vrai battement, mais un signe. La sergente Walsh fronça les sourcils. « Il n'a pas travaillé depuis des mois. Tu es sûr ?»« Il est prêt », répondit Noah d'une voix plus confiante qu'il ne se sentait. Il lança un regard au berger allemand. « Pas vrai ?» Duke embarqua dans le véhicule cynophile sans hésiter. Noah plaça une couverture de Mia sous son museau. Aussitôt, la bête se transforma. Toute son attitude changea. Le corps tendu, les yeux brillants de concentration, chaque muscle redevenant celui d'un chien d'élite. La zone de recherche était vaste, compliquée par des chantiers récents et des lotissements labyrinthiques. D'autres chiens avaient déjà passé les sentiers les plus évidents. Mais Duke travaillait autrement, lent, méticuleux, comme s'il avait quelque chose à prouver. Après 2 heures, près d'un conduit d'évacuation que tout le monde avait jugé trop dangereux pour une fillette, Duke donna l'alerte. Noah lui fit confiance sans hésiter. Ils trouvèrent Mia coincée derrière une grille, frigorifiée mais vivante. Elle avait poursuivi un lapin et s'était retrouvée bloquée. Les secouristes l'enveloppèrent dans des couvertures pendant que sa mère, Madame Chang, éclatait en sanglots. Ce soir-là, de retour au centre, Noah s'installa comme d'habitude devant le chenil. « Beau travail aujourd'hui », dit-il simplement. Duke approcha de la grille. Pour la première fois, il glissa son museau entre les mailles. Noah tendit lentement la main, la laissa se faire renifler, puis gratta doucement derrière l'oreille. Les yeux du chien se fermèrent, et il se laissa aller à cette caresse. « Je sais que tu le pleures encore », murmura Noah. « Je sais ce que ça fait, mais on a du boulot, toi et moi, du boulot important.
Qu'est-ce que tu en dis ?» La queue de Duke remua, cette fois franchement. Ce soir-là, tout changea. Dès le lendemain, ils devinrent inséparables. Duke emménagea chez Noah et Rachel, enceinte de 3 mois. Une bouche de plus à nourrir, plaisanta-t-elle, mais elle succomba à son charme presque immédiatement. Sur le canapé, Duke posait toujours une patte sur le ventre arrondi de Rachel, comme s'il protégeait déjà l'enfant. « Il sait qu'il y a un bébé », murmurait-elle, émerveillée. « Regarde comme il est doux. » Les routines devinrent sacrées. Footing à 5 heures du matin, petit déjeuner, croquettes de pour Duke, œufs pour Noah, puis direction le commissariat avec le berger allemand sur le siège passager, museau au vent. En soirée, entraînement au parc avant de rentrer dîner. Duke montait la garde au pied du lit. « Il m'apprend la patience », confia Noah un soir en regardant son compagnon fouiller le jardin pendant un exercice nocturne. Chen l'avait bien entraîné, mais il m'apprend qu'il y a toujours une marge de progrès, toujours une leçon. Même les vétérans de l'unité remarquèrent le changement. « Il a retrouvé son étincelle », observa l'agent Pete Novak. « Je l'avais plus vu comme ça depuis… » Il n'acheva pas sa phrase. Tout le monde savait depuis quand. Lorsque Lucie naquit, Duke se proclama aussitôt son protecteur. Il dormait sous le berceau et veillait au moindre bruit. Si elle pleurait, il venait taper du museau contre la porte de la chambre des parents pour les réveiller. « Mieux qu'un babyphone » riait Rachel, exténuée mais reconnaissante. « Il t'aime plus que le bacon » plaisanta-t-elle encore, en voyant un matin le chien ignorer son mets préféré pour ne pas quitter Noah des yeux. Mais c'était plus que de l'amour, c'était de la compréhension, de la confiance, un sens du devoir. Duke avait réappris à vivre, et en lui enseignant ça, Noah avait appris lui aussi. « Vous vous êtes sauvés l'un l'autre » fit remarquer la sergente Walsh en les voyant exécuter un exercice parfaitement synchronisé. Parfois, ce sont les morceaux cassés qui s'assemblent pour devenir plus forts. 3 ans plus tard, au bord de la tombe qu'on pensait être celle de Noah Peterson, Duke tentait encore de le sauver. Mais cette fois, l'ennemi n'était ni un enfant égaré, ni un trafiquant armé. Cette fois, l'ennemi était une erreur qui aurait pu enterrer un homme vivant. Quand le couvercle se souleva enfin dans le présent, dévoilant la vérité, la fidélité et l'instinct de Duke allaient être mis à l'épreuve ultime. Parce que ce nez, qui avait retrouvé des dizaines d'âmes perdues, ce cœur qui avait appris à faire confiance de nouveau, avait détecté quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Noah Peterson n'était pas dans ce cercueil. Et Duke était prêt à remuer ciel et terre pour le ramener. Le couvercle se souleva lentement, chaque centimètre dévoilant un peu plus l'uniforme cérémoniel. Le soleil d'automne projetait des ombres cruelles sur la doublure soyeuse et l'odeur de formol se mêlait à celle de la terre fraîchement retournée. Rachel serrait la main de sa fille si fort que Lucie gémit, mais aucune des deux ne détourna les yeux. Le corps reposait immobile, mains croisées sur la poitrine, médaille scintillant à la lumière. Un drap recouvrait le visage, procédure standard pour les officiers tombés au combat quand les blessures sont sévères. Mais quelque chose clochait. Avant même que le drap ne soit retiré, Rachel savait, les épaules étaient trop étroites, les mains trop fines. Harmon fit signe au maître de cérémonie qui tendit la main vers le drap avec des doigts tremblants. Ce qu'ils découvrirent en dessous déclencha un souffle d'effroi collectif. « Ce n'est pas Noah !» articula Rachel, sa voix se fissurant comme la glace sous les pas. « Ce n'est pas mon mari !» Le visage appartenait à un autre policier, plus jeune, plus mince, avec une petite cicatrice au menton, Daniel Ramos. Sa veuve, Elena, présente à l'autre bout du cimetière, entendit la rumeur et accourut, paniquée. « Daniel, mais pourquoi ?» Elle se figea en voyant le corps et hurla. Duke, qui jusque-là avait tenu sa position rigide, se détendit brusquement. Sa queue donna un unique coup, non pas de joie, mais de satisfaction. Mission accomplie. Il venait de faire ce qu'il avait toujours fait, signaler l'erreur. Maintenant, il s'assit sur ses hanches, le regard levé vers les humains, comme pour leur dire « Alors, qu'attendez-vous » Harmon était déjà sur sa radio. « Ici Harmon. Confirmation immédiate de toutes les victimes de la fusillade de l'entrepôt. Vérifiez chacun tout de suite et mettez-moi en relation avec l'hôpital central mémorial. » Rachel, elle, basculait déjà dans ses instincts d'infirmière. « 3 policiers touchés lors du raid, dit-elle d'une voix contrôlée. 2 morts sur place, 1 en route pour l'hôpital. Si Daniel est ici, alors Noah est peut-être vivant, acheva Maria Delgado, déjà en train de courir vers sa voiture banalisée. « Attendez !» cria le capitaine Carter, mais la confusion avait éclaté. Des officiers couraient vers leur véhicule. Des familles pleuraient, hurlaient des questions. Les journalistes,
tenu à distance jusqu'ici, s'approchait, caméra en main. Walter Grayson s'agenouilla à côté de Duke, examina ses pattes en sang. « Elles sont dans un sale état, mon grand », murmura-t-il, en sortant un mouchoir pour faire pression. « Mais j'ai comme l'impression que t'as pas fini de bosser aujourd'hui. » Le téléphone de Rachel vibra dans sa main alors qu'elle reprenait son souffle. Sur l'écran, le nom de l'hôpital Central Memorial s'affichait. Elle décrocha d'une main tremblante. « Oui, ici Rachel Peterson. » La voix à l'autre bout était professionnelle mais trahissait une certaine confusion. « Madame Peterson, ici Dr Evelyn Rhodes. On vient de recevoir un appel du département de police au sujet d'une possible erreur d'identification. Il faut que vous veniez immédiatement. » Rachel sentit son cœur s'emballer. « Est-ce que Noah est en vie ?» lâcha-t-elle, incapable de retenir cette question qui brûlait ses lèvres. Un silence gêné précéda la réponse. « Nous avons un patient en soins intensifs, non identifié. Numéro 3. Il a été transporté après la fusillade de l'entrepôt. Ses blessures faciales rendaient l'identification visuelle impossible, et dans la précipitation. La voix se fit plus douce. « Madame, nous avons besoin d'un membre de la famille pour confirmer. Pouvez-vous venir tout de suite ?» Rachel se leva déjà, entraînant Lucy derrière elle, Duke boitant à ses côtés malgré ses pattes meurtries. « On arrive !» Le trajet jusqu'à l'hôpital lui parut interminable malgré le cortège de véhicules de police qui ouvrait la voie, sirènes hurlantes. À l'arrière du SUV, Rachel serrait sa fille contre elle tandis que Duke s'appuyait contre ses jambes, comme pour lui transmettre sa force. L'officier Marco Jennings conduisait à vive allure tandis que le capitaine Carter, sur la banquette avant, passait des appels radio à la chaîne coordonnant la sécurité et vérifiant les effectifs. Rachel finit par rompre le silence. « Comment une telle erreur a-t-elle pu arriver ?» demanda-t-elle, la voix tendue. Carter laissa retomber son téléphone dans son étui avant de se tourner vers elle, le visage grave. L'entrepôt était un vrai carnage. 3 agents touchés, plusieurs suspects en fuite. Les ambulanciers ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais dans ce genre de chaos, ça arrive. Les corps bougent, les étiquettes se mélangent, c'est une horreur. Rachel ferma les yeux, murmurant presque pour elle-même. Quelqu'un aurait dû vérifier. Quelqu'un aurait dû s'assurer. « Vous avez raison », répondit Carter sans chercher d'excuses. « Ça, c'est sur moi. » L'hôpital apparut enfin, imposant et illuminé dans la nuit tombante. Devant l'entrée des urgences, des véhicules de police stationnaient en file serré, gyroscopiques encore allumés. Une femme en blouse blanche aux lunettes cerclées d'argent, Dr Rhodes, les attendait déjà, un dossier sous le bras. À la vue de Duke, un agent de sécurité tenta de le stopper mais le regard glacé de Rachel le dissuada. « C'est lui qui a su. Il vient avec nous. » Le groupe traversa les couloirs immaculés de l'unité de soins intensifs, l'écho de leurs pas accentuant l'impression d'urgence. Ils s'arrêtèrent devant une chambre isolée, rideaux tirés. À travers la vitre d'observation, Rachel distingua une silhouette allongée sous une multitude de tuyaux et de bandages. « Le patient est dans un coma induit », expliqua Dr Rhodes d'une voix douce mais factuelle. Trauma crânien sévère, nécessité d'une reconstruction faciale. Nous n'avions aucun papier d'identité. Le badge a été détruit lors de la fusillade. Dans la confusion, l'équipe a supposé qu'il s'agissait de Daniel Ramos. Rachel hocha la tête, sentant l'espoir poindre malgré la peur. Elle connaissait ses mains, même si elles étaient couvertes de perfusion. La petite cicatrice sur l'avant-bras gauche, souvenir d'un entraînement où Noah avait séparé 2 chiens. « Puis-je entrer ? Bien sûr !» Rachel franchit la porte sans attendre la fin de la phrase, Duke boitant à sa suite malgré les protestations sur les règles d'hygiène. À peine entré, le chien sauta sur le lit, posant ses pattes avant sur la rambarde et enfouit son museau dans la poitrine de Noah. Puis il émit ce petit gémissement si familier, le même qu'il faisait chaque matin quand Noah partait au travail sans lui. Rachel sentit ses jambes céder sous elle. Elle agrippa la main de son mari, la serra. « C'est lui, c'est Noah !» Mais déjà elle remarquait un détail troublant. Duke ne se détendait pas. Au contraire, son museau glissait le long du bras de Noah jusqu'à la perfusion. Ses grognements changèrent de tonalité, plus grave, menaçant. Rachel suivit son regard jusqu'à la poche suspendue, fronça les sourcils. Son œil d'infirmière se mit en alerte. Elle attrapa le dossier posé au pied du lit, lut la prescription, puis vérifia l'étiquette de la poche. Son sang se glaça. Elle se pencha, huma la perfusion et recula d'un bond.
Éthylène-glycol, lâcha-t-elle, la voix cassante. Il y a de l'antigel dans cette perfusion. La pièce se transforma en chaos contrôlé. Dr Rhodes hurla des ordres, une équipe arriva pour remplacer les perfusions et brancher Noah à de nouvelles lignes. Carter saisit sa radio, équipe scientifique et sécurité sur place immédiatement. Il y a tentative de meurtre en cours. Rachel suivait les moniteurs comme une lionne, son esprit professionnel prenant le dessus. Duke, lui, gardait la position, interposant son corps entre Noah et toute personne qu'il ne reconnaissait pas. Quelques minutes plus tard, les analyses sanguines confirmaient ce que l'odorat de Duke avait décelé. Des doses répétées d'éthylène-glycol suffisamment faibles pour ne pas être détectées tout de suite, mais assez fortes pour détruire les reins à petit feu. « Dialyse immédiate !» ordonna Rachel, les yeux rivés sur les écrans. « Il faut lancer la dialyse tout de suite. » Le chef de la sécurité de l'hôpital débarqua dans la chambre avec un agent en civil. Maria Delgado, de retour du commissariat, tenait un dossier à la main. Elle le brandit vers Carter. L'infirmière qui a préparé ses perfusions, Patricia Collins. Elle est introuvable depuis ce matin. D'après ce qu'on a trouvé, elle travaille ici depuis 6 mois. Carter fronça les sourcils, feuilletant les papiers, vérifiait ses empreintes. Faites tourner son dossier, tout de suite. Duke, sans relâche, gardait ses yeux dorés fixés sur la porte, chaque muscle prêt à bondir. Il n'avait pas fini. La pièce se fit étrangement silencieuse quand Duke se raidit soudainement, ses oreilles dressées vers la porte. Un grondement sourd naquit dans sa gorge, montant en intensité comme un avertissement venu des tréfonds de son instinct. Rachel le suivit du regard, son propre cœur s'accélérant sous la peur. « Qu'est-ce que tu sens, mon grand ?» murmura-t-elle déjà sur le qui-vive. La poignée de la porte tourna doucement. Le battant pivota et laissa apparaître une femme en blouse bleue impeccable, badge d'identification parfaitement visible, Patricia Collins, infirmière. Elle portait un plateau en acier sur lequel reposaient plusieurs poches de perfusion neuves. Ses yeux parcoururent rapidement la pièce et s'étrécirent à la vue des policiers, de Rachel et de Duke, déjà postés entre elle et le lit. Elle garda cependant un masque professionnel feignant la neutralité. Mais Rachel remarqua le très léger tic de sa mâchoire. Elle venait de réaliser que sa couverture avait sauté. Duke bondit, se postant entre Patricia et Noah, son poil hérissé, ses crocs luisants. Ce n'était plus l'attitude maîtrisée d'un chien d'intervention. C'était une rage brute, animale, protectrice. Les policiers autour mirent la main sur leurs armes. « Bougez plus, madame !» ordonna le capitaine Carter, sa voix autoritaire remplissant la pièce. Patricia eut un léger rire froid, presque méprisant. Toujours ces foutus chiens. Elle glissa lentement sa main dans la poche de sa blouse et Carter réitéra immédiatement. « Sortez votre main, doucement. » Mais au lieu d'obéir, elle retira un objet d'un geste vif, une seringue déjà remplie d'un liquide transparent. Ses yeux brillaient d'une résolution glaciale. « Un pas de plus et je m'injecte ça dans la veine. Chlorure de potassium concentré. 10 secondes et c'est fini pour moi. Vous n'aurez jamais les autres. » Les policiers se figèrent. Rachel, sans quitter Patricia du regard, fit reculer Lucie d'un geste protecteur, tandis que Maria Delgado se déplaçait discrètement vers la gauche pour la contourner. Carter tenta de calmer le jeu. « On peut en parler. Personne ne veut de drame. Posez cette seringue. » Patricia eut un sourire mauvais. « Dites ça à mon frère, Marco Valdez. Vous l'avez abattu comme un chien il y a 2 ans. Il se tournait juste pour attraper son inhalateur et vous l'avez exécuté. » Rachel sentit la rage l'envahir. « Et donc, vous avez empoisonné mon mari, qui n'avait rien à voir avec votre frère ?» Patricia la fusilla du regard. « Mais il avait tout à voir avec Rico, notre cousin. Vous deviez témoigner et le faire tomber. J'ai juste corrigé l'erreur. » Son regard glissa vers la perfusion débranchée et elle comprit. Elle serra la seringue plus fort. « Vous ne deviez pas découvrir. Ça devait ressembler à une défaillance d'organes, naturelle, propre. » Duke s'avança d'un pas, son corps vibrant d'une tension si pure que la pièce entière sembla se contracter autour de lui. Patricia remarqua le mouvement et leva la seringue plus haut. « Reculez ce chien !» ordonna-t-elle, la voix tremblante sous la haine. Mais Duke ne recula pas. Au contraire, il fit quelque chose d'inattendu. Il poussa un gémissement aigu et douloureux, baissa la tête, se mit à boiter et à traîner la patte, mimant une faiblesse soudaine. La distraction fonctionna. Patricia détourna un instant ses yeux de Maria Delgado. Ce bref moment suffit. Maria décocha son taser, les électrodes s'enfoncèrent dans l'épaule de Patricia. La seringue roula au sol. La femme s'effondra, convulsant avant d'être maîtrisée par les agents.
Duke aussitôt se redressa droit et fier, ses yeux ambrés braqués sur Rachel comme pour dire « C'est bon ». Rachel éclata en larmes, tombant à genoux pour entourer le cou du berger allemand. « Tu as encore sauvé sa vie, encore une fois ?» Le reste de la nuit fut un tourbillon d'activités. Patricia Valdez, désormais identifiée sous son vrai nom, fut emmenée en garde à vue. Son plan était méthodique. Elle avait pris l'identité d'une infirmière décédée pour infiltrer l'hôpital, avait patiemment attendu le bon moment et avait commencé à empoisonner Noah en profitant de la confusion. Les enquêteurs découvrirent qu'elle avait déjà contaminé au moins 3 autres patients, témoins dans des affaires contre le clan Valdez, tous sous le couvert d'une mort naturelle. « On a failli perdre Noah pour toujours », murmura Rachel à Maria alors qu'on rebranchait une nouvelle dialyse et que Duke, ses pattes encore bandées, refusait de quitter son poste près du lit. Maria lui posa une main sur l'épaule. Mais on ne l'a pas perdu, grâce à lui. Elle désigna Duke, déjà à nouveau allongé, la tête posée sur le torse de Noah, la queue battant doucement contre le drap. Carter fit un pas vers elle, le visage fermé par la gravité de la situation. « Cette affaire est plus vaste qu'on ne le pensait. Patricia n'était qu'un pion. Le cartel n'a pas dit son dernier mot. » Rachel se tourna vers lui, la mâchoire serrée. « Alors on sera prêt. » Dans le silence revenu, Duke, malgré ses blessures, continuait de monter la garde, toujours à l'affût, toujours prêt, parce que c'était sa mission, sa raison d'être. Et il n'avait jamais failli. Les heures suivantes furent critiques. Rachel resta à son poste, les yeux rivés sur les écrans de monitoring et la courbe rythmique du cœur de Noah. La dialyse avait stabilisé ses reins et la perfusion empoisonnée avait été remplacée par une thérapie de soutien intensif. Dans la chambre plongée dans la lumière douce de l'aube, Rachel sentait son espoir renaître à chaque bip régulier. À ses pieds, Duke ne bougeait pas. Il ne dormait pas non plus. Il fixait la porte, l'oreille tendue, comme s'il savait que la nuit n'avait pas emporté toutes les menaces. Au petit matin, Dr. Rod revint avec un sourire mesuré. Son organisme répond bien. Je vous conseille de commencer la procédure de réveil aujourd'hui. Nous devons vérifier ses fonctions neurologiques. Rachel hocha la tête. Il est fort. Il se battra. Evelyn Rod resta un moment, ses yeux se posant sur Duke. Ce chien, il a détecté une tentative de meurtre que nous n'avions pas vue. Vous savez, on parle de l'instinct animal, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'un lien. Il le sent parce qu'il le connaît, parce qu'il le protège. Rachel ne répondit pas, trop émue. Elle passa simplement la main sur le pelage encore rugueux de Duke. La procédure débuta à l'heure du déjeuner. Les sédatifs furent progressivement réduits. Noah eut quelques spasmes d'abord, puis ses doigts remuèrent légèrement. Rachel se pencha aussitôt, la voix vibrante. « Noah, tu m'entends? C'est Rachel. Serre ma main si tu m'entends. » Et elle sentit, très faiblement, une pression sur ses doigts. Ses yeux se remplirent de larmes. « Il revient ?» Duke gémit à son tour, posant la tête sur la poitrine de son maître, le reniflant comme pour s'assurer que son cœur battait toujours. La scène fit monter des frissons dans toute la pièce. Quand les paupières de Noah frémirent et que ses yeux, encore flous, trouvèrent le regard de sa femme, Rachel crut que son propre cœur allait éclater. Le ventilateur l'empêchait encore de parler, mais il parvint à tourner légèrement la tête, cherchant Duke du regard. Le berger allemand plaça aussitôt sa tête sous sa main valide. La griffe du pouce effleura le pelage noir et feu, un geste minuscule mais rempli de tout ce qu'il n'arrivait pas encore à se dire. Dans ce silence, Rachel murmura « Tu es en sécurité maintenant, on t'a retrouvé. Et c'est grâce à lui. » Les yeux de Noah se fermèrent lentement, comme pour lui dire qu'il comprenait avant qu'il ne s'endorme à nouveau. Plus tard dans la journée, Maria Delgado revint avec un visage fermé. On vient d'intercepter un appel en détention. Patricia Valdez ne travaillait pas seule. Le cartel compte toujours empêcher Noah de témoigner. Rachel se tourna vers elle, glacée. « Alors, on fait quoi ?» Maria jeta un regard à Duke. « On double la sécurité. Mais honnêtement, je crois qu'avec ce chien dans la pièce, personne ne pourra approcher Noah sans qu'on le sache. » Maria ne croyait pas si bien dire. À peine 2 heures plus tard, Duke se redressa d'un coup, ses oreilles tendues, son museau pointé vers l'entrée de la chambre. Un agent de sécurité inconnu venait d'y pénétrer avec un badge pourtant valide. Mais le chien grondait déjà, en position d'attaque, si bien que 2 policiers en faction saisirent aussitôt l'homme. Il ne portait pas d'arme visible, mais on trouva un téléphone crypté et un flacon de sédatif dans sa poche. Carter, arrivé dans la foulée, était livide. « Il tente encore ? C'est fini, on le transfère, ce soir même. » À 3 heures du matin, la chambre de Noah fut vidée en quelques minutes.
Il fut installé sur une civière, tube et moniteur en place, Rachel tenant sa main tout le long du trajet. Lucy dormait dans les bras d'une collègue de Rachel et Duke, malgré ses coussinets toujours à vif, suivait la civière sans flancher, ses yeux dorés scrutant chaque ombre dans les couloirs. Le convoi prit un ascenseur réservé et remonta dans l'aile sécurisée de l'hôpital, là où le personnel avait été vérifié et filtré. À peine installé dans la nouvelle chambre, Duke fit le tour, vérifia les coins, inspecta chaque visage avant de revenir se coucher contre la porte. Un gardien infatigable. Mais à peine la famille eut-elle le temps de respirer qu'un autre incident éclata. Cette fois, Duke commença à renifler vers la bouche d'aération au-dessus du lit, ses narines frémissantes. Il poussa un long gémissement grave, différent de son habituel signal d'alerte. Rachel fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu sens, mon grand ?» Elle se rapprocha, huma discrètement. Une odeur douce et âtre flottait à peine perceptible dans l'air. Elle n'hésita pas. « Évacuez la pièce !» hurla-t-elle. Les policiers présents réagirent aussitôt. Dans la demi-heure suivante, les techniciens détectèrent des traces d'anesthésiants dans les conduits de ventilation. Ils ont tenté de neutraliser tout le personnel pour pouvoir agir tranquillement, commenta Carter livide. Il donna des ordres à la radio. Changer encore de chambre, sécuriser toute la ventilation, personne ne dort tant qu'on ne sait pas d'où ça vient. Rachel regarda Duke, toujours couché malgré ses blessures, et murmura, les larmes aux yeux, « Tu ne dors jamais, hein? Tu ne lâches jamais. » Duke répondit d'un bref mouvement de queue. Il n'avait pas fini. Dans la nouvelle chambre, sécurisée comme une forteresse, Rachel passa la nuit assise à côté du lit de Noah. Il respirait mieux, son teint reprenait des couleurs, et bien que toujours faible, il avait retrouvé un semblant de conscience. Dans les moments où ses yeux s'ouvraient à demi, il cherchait instinctivement la main de Rachel, ou le museau chaud de Duke, qui, infatigable, gardait sa position au pied du lit. Le lendemain, Dr. Rod revint faire un point. Sa fonction rénale s'améliore plus vite que prévu. On a interrompu la dialyse. Il devrait pouvoir parler dans la journée. Rachel sentit ses épaules s'alléger pour la première fois depuis des jours. Quand Noah réussit enfin à prononcer un murmure, son premier mot fut pour Duke. Il a trouvé. Sa voix était rauque, à peine audible. Mais Rachel le comprit. Elle acquiesça, les larmes aux yeux. « Oui, il t'a trouvé. Il ne nous a jamais laissé tomber. » Duke posa alors la tête sur la poitrine de son maître et émit un petit soupir satisfait. Mais Rachel commençait à remarquer quelque chose d'étrange. Depuis quelques heures, Duke haletait plus fort que d'habitude. Ses yeux semblaient plus troubles, et ses flancs se soulevaient avec plus d'effort. Elle décida d'appeler la vétérinaire qui avait soigné ses coussinets blessés. Dr. Allison Meyers arriva 1 heure plus tard, mallette à la main. « Je voulais de toute façon vérifier l'état de ses plaies », expliqua-t-elle en commençant à examiner le berger allemand. À mesure qu'elle auscultait Duke, Rachel vit son expression changer. La vétérinaire resta silencieuse un moment avant d'annoncer doucement « Ses coussinets cicatrisent de bien, mais ses analyses sanguines sont préoccupantes. Il a un taux élevé de toxines dans le sang et des enzymes hépatiques anormales. Il montre des signes d'insuffisance hépatique aiguë. » Rachel blêmit. « À cause de ses blessures, du stress ?» Dr. Meyers hocha lentement la tête. « Je pense que c'est multifactoriel, mais souvenez-vous, lorsqu'il a signalé l'antigel, il a probablement goûté la perfusion pour en être sûr. Ce produit est très toxique pour les chiens, et combiné au stress, à l'épuisement et à la déshydratation, son foie est gravement atteint. » Rachel sentit un froid glacial l'envahir. Elle baissa les yeux vers Duke, toujours allongé près de Noah, immobile mais vigilant. « Il est en train de mourir, c'est ça ?» La vétérinaire posa une main sur son épaule. « On peut essayer un traitement de soutien, le mettre sous perfusion, mais je préfère être honnête. Son organisme est déjà très abîmé. Il reste en vie uniquement parce qu'il refuse d'abandonner. » Quand Noah entendit ces mots, il tourna lentement la tête vers Rachel, ses yeux encore faibles mais remplis de détresse. Elle serra sa main. « On va tout faire pour lui, Noah. Je te le promets. » Dr. Meyers installa une perfusion vétérinaire directement dans la chambre, refusant d'éloigner Duke de Noah. Carter assista à la scène en silence, puis déclara « Tous les frais seront pris en charge par le département. C'est le minimum pour un héros. » Les jours suivants, Noah progressa doucement. Il pouvait parler à voix basse, se redresser un peu et reprendre conscience de ce qui s'était passé. Il raconta en bribes ses souvenirs du raid. La fusillade, la rafale venue d'en haut, la douleur, puis le néant. « Je me souviens de sa voix, » murmura-t-il un soir en regardant Duke. Dans le coma, j'entendais son hurlement, ses griffes
contre le bois, et ça me tirait vers la surface. Je savais qu'il ne m'abandonnerait pas. Rachel le serra dans ses bras en pleurant doucement. Mais plus Noah se rétablissait, plus Duke s'affaiblissait. Il dormait davantage, mangeait de moins en moins, et il fallait désormais l'aider à se lever pour changer de position. Et pourtant, chaque fois qu'un inconnu entrait dans la chambre, Duke relevait la tête, les yeux brillants, prêt à protéger son maître, même au prix de ses dernières forces. Carter, de son côté, était de plus en plus inquiet. On a intercepté des messages entre détenus. Le cartel Valdez n'a pas renoncé. Ils veulent encore faire taire Noah avant qu'il témoigne. On a renforcé la sécurité, mais il faudrait que le procès ait lieu le plus tôt possible. Maria Delgado, qui avait pris l'affaire à cœur, acquiesça. Le procureur est d'accord. On peut avancer la date. Plus tôt on témoigne, plus vite on les fera tomber. Rachel regarda Duke, étendu sur le carrelage froid, sa respiration lourde. Elle murmura « Il ne tiendra pas éternellement. Et Noah a besoin de lui. » Noah, dans son lit, lui adressa un sourire faible. On fait ça ensemble, comme toujours, jusqu'au bout. Et sous leurs yeux, Duke leva un instant la tête et agita faiblement la queue, comme pour dire qu'il était d'accord. Les jours qui suivirent furent une épreuve d'endurance pour toute la famille. Noah, toujours convalescent, retrouvait peu à peu de la force et commençait à se tenir assis plus longtemps. Il avait insisté pour être informé de chaque étape de la préparation du procès. Les preuves accumulées, les témoignages des collègues, les aveux partiels de Patricia Valdez. Rachel, assise près de lui, lisait à voix haute les rapports que Maria Delgado déposait sur la table. Avec son témoignage et le tien, Rico Valdez ne ressortira jamais de prison, lui assura Maria d'une voix ferme. Mais le prix à payer se lisait dans les yeux ambrés de Duke. Chaque jour, il s'affaiblissait davantage, ses flancs se creusaient, ses pattes autrefois puissantes tremblaient sous son propre poids. Et pourtant, pas un seul instant, il ne quitta Noah des yeux. Pas une fois, il ne consentit à rester dans un autre endroit que cette chambre. Même Dr Myers, revenu pour un nouveau contrôle, s'agenouilla devant le berger allemand et murmura « Tu es le chien le plus têtu et le plus brave que j'ai jamais vu. » Elle releva les yeux vers Rachel. Il tient encore debout parce qu'il refuse de partir tant que Noah n'est pas en sécurité. Mais elle hésita. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il faut vous préparer. Ces mots frappèrent Rachel comme une gifle glaciale. Elle s'agenouilla à côté de Duke, glissa ses doigts dans son pelage et chuchota « Tiens bon, juste un peu encore, après tu pourras te reposer. » Comme s'il avait compris, Duke ferma brièvement les yeux, mais sa queue battit faiblement contre le sol. Noah tourna la tête, les traits tirés par la douleur plus morale que physique. « C'est ma faute, » murmura-t-il. « Il n'aurait jamais dû payer ce prix pour moi. » Rachel secoua la tête, sa voix plus dure qu'elle ne l'aurait cru. « Ne dis pas ça. Il l'a fait parce qu'il t'aime, parce que c'est ce qu'il est. » Le procureur débarqua le lendemain à la première heure, accompagné d'un officier judiciaire. Le procès est avancé à vendredi. Il faut transférer Noah au palais de justice sous escorte sécurisée. L'audience sera à huis clos, avec protection renforcée. On ne peut plus attendre. Noah hocha la tête. « Très bien, on le fait ?» Rachel le fixa, inquiète. « Tu es sûr ?»« Oui, » répondit-il, d'une voix qui, malgré sa fatigue, retrouvait un peu de l'autorité du policier qu'il avait toujours été. Il est temps de mettre fin à tout ça. La veille du procès, l'hôpital devint une véritable ruche d'activité. Des policiers armés patrouillaient dans les couloirs, des véhicules banalisés stationnaient autour du bâtiment, des détecteurs portatifs contrôlaient les visiteurs. Maria coordonnait le dispositif avec une précision quasi militaire. Je veux 2 hommes à chaque étage, contrôle des toits, surveillance du parking et brouilleur radio opérationnel. Si quelqu'un éternue sans autorisation, je veux le savoir. Pendant ce temps, Rachel et Noah avaient un moment d'intimité. Duke était allongé sur le lit, sa tête posée sur les jambes de son maître, ses yeux voilés, mais toujours alertes. Noah passait lentement la main sur son pelage, comme il l'avait toujours fait après l'émission. « Tu te rappelles, c'est mon grand ?» murmura-t-il. « Cette petite fille dans le drain, le vieil homme disparu dans les bois. Combien de vies on a sauvées ensemble. Tu es le meilleur partenaire que j'ai jamais eu. Et tu l'es toujours. » Rachel détourna les yeux pour ne pas laisser Noah voir les larmes qui lui montaient. Cette nuit-là, Rachel resta éveillée, assise dans la pénombre, à observer Duke. Il dormait d'un sommeil léger et agité, parfois agitant faiblement la queue comme dans un rêve. Elle posa une main sur son flanc et murmura « Tiens bon encore un peu. Après, je te le promets, tu pourras te reposer. » Le matin du procès arriva dans un ciel gris, d'automne.
Noah fut installé dans un véhicule blindé, toujours sous perfusion mais suffisamment stable pour tenir quelques heures. Rachel monta à ses côtés. Duke, lui, refusa catégoriquement de rester à l'hôpital. Malgré ses pattes tremblantes et la perfusion branchée à une pompe portable, il força les agents à le laisser embarquer. Maria se contenta de sourire en voyant l'animal s'installer dignement au pied de Noah, comme s'il savait que cette mission serait la dernière. « On ne discute pas avec lui », dit-elle. « C'est son combat aussi. » Le convoi se mit en route sous escorte, les sirènes ouvrant la voie dans les rues de Stonefield. Dans le silence pesant de la voiture, Rachel glissa ses doigts dans ceux de Noah. Lui déjà concentré, avait le regard perdu dans les yeux fatigués de Duke. Et quand il souffla doucement, « Encore une mission, mon vieux, juste une dernière », le chien cligna des paupières et sa queue battit faiblement une fois, comme s'il répondait « Jusqu'au bout ». Le palais de justice de Stonefield était encerclé de véhicules banalisés et de rubans jaunes lorsque le convoi arriva. Dans la lumière terne du matin, les vitres teintées des SUV reflétaient des silhouettes en uniforme postées sur chaque marche, chaque entrée, chaque recoin. Un officier ouvrit la porte et aida Rachel à descendre, puis Noah, encore affaibli, mais debout, appuyé sur une canne médicale. À leurs pieds, Duke se mit en position sans attendre, sa perfusion fixée à un harnais improvisé. Ses pattes tremblaient, mais son regard restait inflexible. Le procureur les accueillit à l'entrée, l'air soucieux. L'audience a lieu en salle 6, tout a été sécurisé, mais nous avons eu des échos. Il pourrait y avoir une tentative de dernière minute. Maria, déjà sur place, acquiesça. Les hommes de Valdez sont désespérés. Ils savent que si Noah parle, Rico est fini. Noah serra la main de Rachel. « On y va ?» À l'intérieur, la salle d'audience était presque vide. À part quelques journalistes triés sur le volet, 2 juges et une poignée d'avocats. Noah fut installé à la barre sous la surveillance constante des officiers. Duke resta couché à ses pieds, son souffle rauque, ses flancs montant et descendant à un rythme inquiétant. Mais il ne lâcha pas Noah du regard une seule seconde. Le procureur exposa ses preuves avec méthode. Les documents saisis lors de la perquisition de l'entrepôt, les aveux partiels de Patricia, les communications cryptées entre les lieutenants du cartel. Puis, il invita Noah à témoigner. Ce dernier inspira profondément et raconta les faits. Le raid sur l'entrepôt, l'embuscade, les hommes embusqués dans les hauteurs et la fusillade qui avait suivi. Sa voix tremblait parfois, mais chaque mot tombait comme une pierre. À la fin de son récit, le juge lui demanda « Vous confirmez que l'individu assis ici, Rico Valdez, a commandité la contrebande et organisé l'embuscade ?» Noah planta ses yeux dans ceux de Valdez, impassible derrière la table de la défense. « Je le confirme. » Un murmure parcourut la salle. Rico Valdez, jusque-là imperturbable, eut un léger rictus. Rachel sentit son estomac se nouer. Dans le silence qui suivit, elle entendit un grognement. Elle baissa les yeux. Duke avait redressé la tête, les oreilles en avant, le regard fixé vers le fond de la salle. Avant qu'elle n'ait eu le temps de comprendre, le berger allemand se leva lentement, ses pattes mal assurées, mais son corps tendu vers quelque chose que ne voyait pas encore. Maria eut le réflexe de se retourner et aperçut un homme en costume sombre qui avait glissé une main dans la poche intérieure de sa veste. « Sécurité !» cria-t-elle aussitôt. Duke se mit à aboyer, ses aboiements graves emplissant la salle d'un son presque sacré. L'homme sortit effectivement une seringue, mais à peine avait-il levé le bras que Duke avait bondi. Malgré son poids diminué et ses muscles fatigués, il atteignit l'homme en un éclair et le plaqua à terre. Les agents fondirent sur lui et le désarmèrent. L'homme fut rapidement identifié comme un tueur à gages engagé par le cartel pour injecter une dose létale à Noah à la première occasion. Maria, haletante, fixa Duke, toujours campé sur la poitrine de l'homme, grognant. « Ce chien mérite une médaille. » Rachel, les larmes aux yeux, murmura. « Il mérite bien plus que ça. » Le reste de l'audience se déroula sous haute tension, mais Valdez comprit que la partie était finie. Quand le juge ordonna sa détention immédiate en attendant le verdict, Rachel serra la main de Noah et se pencha pour embrasser le sommet de la tête de Duke. Il laissa échapper un souffle long, presque soulagé, et s'allongea enfin, éreinté. À la sortie du palais de justice, la foule était déjà rassemblée. Des applaudissements éclatèrent à la vue de Noah, Rachel et Duke, qui descendaient lentement les marches, Rachel tenant la perfusion et Noah s'appuyant sur la canne. Maria les rejoignit, visiblement émue. « Ça y est, dit-elle simplement, on l'a eu. »
Noah hocha la tête et posa sa main sur la tête de Duke, qui, malgré sa fatigue extrême, leva la queue dans un dernier geste victorieux. On l'a eu, grâce à toi. Mais dans ses yeux dorés, Rachel vit autre chose. Un aveu silencieux, lourd de sens. Il n'avait plus rien à prouver, plus rien à défendre. Sa mission était accomplie. Et elle comprit que bientôt, il demanderait ce qu'il méritait, le droit au repos. Le convoi rentra à Stonefield sous une pluie fine, comme si même le ciel voulait saluer la fin de cette longue bataille. La foule, massée devant l'hôpital, laissa échapper un murmure admiratif à la vue de Noah debout, Rachel à ses côtés, et Duke toujours à sa place malgré la lenteur douloureuse de ses pas. Chaque marche semblait lui coûter, mais il tenait la tête haute, fidèle à lui-même. Les infirmières et médecins s'étaient alignés dans le hall, certains applaudissant timidement, d'autres essuyant des larmes discrètes. Rachel avait insisté. Il ne passera pas une nuit de plus ici. Carter avait fait venir une équipe médicale à domicile et installer tout ce qu'il fallait. Noah, désormais stabilisé, était en droit de quitter l'hôpital. Et Duke méritait de rentrer chez lui. Chez lui. La maison les attendait, baignée dans la lumière douce du soir. Sur la porte, Lucie avait accroché un dessin. Elle avait représenté son père avec sa canne, sa mère avec un sourire immense, et Duke, coiffé d'une cape bleue, marqué d'un grand D, comme Duke le héros. En bas, elle avait écrit, d'une écriture maladroite, « Merci de nous avoir ramené papa ». Ils installèrent Noah dans le salon, sur le grand canapé où il aimait s'assoupir après ses longues journées autrefois. Duke s'y hissa tant bien que mal à côté de lui et posa sa tête sur ses jambes. Rachel s'assit tout contre eux et Lucie grimpa sur ses genoux. Dans le silence de cette maison enfin retrouvée, le tic-tac de l'horloge semblait rythmer le battement d'un seul cœur, celui de leur famille. Mais Rachel vit bien, à la façon dont le flanc de Duke se soulevait de plus en plus difficilement, que l'heure approchait. Dans la nuit, elle se réveilla plusieurs fois et le vit lutter simplement pour se redresser, refusait pourtant de se coucher ailleurs qu'aux pieds de Noah. À l'aube, alors que la lumière dorée filtrait à travers les stores, Rachel le trouva assis près de la porte, fixant l'horizon. Il essayait encore de se lever pour leur traditionnelle promenade matinale. Elle s'agenouilla à côté de lui et passa la main derrière ses oreilles. « Tu n'as plus besoin, tu sais. Tu nous as ramenés. Tu as tenu parole. Tu peux te reposer maintenant. » Duke tourna son regard vers elle. Ses yeux dorés, ternis par la fatigue, semblaient lui dire qu'il comprenait. Sa queue battit faiblement et pour la première fois depuis des années, il se laissa tomber sur le flanc, le souffle irrégulier. La vétérinaire Dr Meyers arriva en début de matinée, ses gestes pleins d'une tendresse respectueuse. Noah, toujours alité, demanda à être installé dans le fauteuil à côté. Quand Rachel le plaça contre Duke, celui-ci leva la tête et la posa dans la main de son maître. Noah murmura « Tu as été le meilleur partenaire qu'on puisse imaginer. Tu m'as appris ce que ça voulait dire, la loyauté, tu m'as sauvé, encore et maintenant, tu peux dormir. » Lucie avait apporté un dernier cadeau. Son vieux doudou, qu'elle posa contre le flanc du chien. Elle glissa « Pour que tu ne sois pas seule là-haut ». Rachel ne put retenir ses larmes. Duke laissa échapper un long soupir. Son corps se détendit et pendant quelques secondes, la pièce sembla retenir son souffle. Puis son flanc cessa de se soulever. Sa tête resta dans la paume de Noé et son dernier battement de queue frappa doucement le sol comme une signature. Rachel ferma les yeux, sentant le poids de cette perte, mais aussi la paix de Duke. La paix d'un devoir accompli. Dans la lumière du matin, elle murmura « Bon voyage, mon brave !» Et dehors, le vent souffla légèrement dans les arbres, comme une réponse. Noah resta immobile, caressant lentement le collier de Duke. « Il veillera toujours sur nous, même de là où il est. » Lucie, blottie contre Rachel, hocha la tête. « C'est un ange maintenant, avec une cape. » Dans le silence revenu, la famille se serra un peu plus. Et dans leur cœur, ils savaient qu'une partie de lui resterait toujours à la maison, sur ce canapé, dans ce jardin, dans chaque lever de soleil qu'il avait tant aimé. Le lendemain matin, la maison baignait dans un silence inhabituel. Un silence lourd, mais étrangement apaisant. Dans le salon, le collier de Duke reposait sur la table basse, à côté de son badge et de la petite médaille gravée qu'il portait depuis ses débuts, partenaire, gardien, ami. Rachel s'assit sur le canapé, serrant le collier contre elle. Noah, installé dans son fauteuil, contemplait le jardin où la lumière du soleil dansait déjà dans les branches. Dans la journée, les appels affluèrent. Des collègues, des voisins, des vétérans de l'unité canine. Tous voulaient témoigner de leur soutien et partager une anecdote sur le chien qui avait sauvé tant de vies et gagné tant de cœurs.
Le capitaine Carter passa en début d'après-midi, accompagné de Maria Delgado. Il déposa sur la table un petit écrin. À l'intérieur, une médaille d'honneur brillante, frappée du sceau du département. Rachel la ramassa, émue. « Pour service exceptionnel », dit simplement Carter. Puis vint le jour de la cérémonie d'hommage organisée dans le jardin commémoratif de la ville. Des officiers venus de tout l'État s'étaient réunis, leurs uniformes impeccables reflétant le soleil d'automne. Sur la pelouse, un piédestal recouvert d'un drap bleu attendait d'être dévoilé. Rachel, Noah et Lucy s'installèrent au premier rang. Lucy tenait dans ses petites mains un bouquet de fleurs sauvages. Le maire prit la parole en premier. Il parla de courage, de dévouement et de cet instinct mystérieux qui faisait des chiens comme Duke des héros silencieux. Puis ce fut au tour de Noé. Il se leva avec difficulté, appuyé sur sa canne, mais sa voix, elle, était ferme. Ce chien n'était pas juste un équipier. Il était mon ami. Il m'a sauvé de l'enfer et m'a ramené à ma famille. Il m'a appris que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Il marqua une pause, posant la main sur le piédestal. Nous avons vécu des années ensemble. Et jusqu'à son dernier souffle, il a continué à protéger les siens. Nous lui devons tout. Le drap bleu fut retiré, révélant une magnifique statue de bronze. Duke assis, la tête haute, l'air alerte et digne, tel qu'il était le premier jour où Noah l'avait rencontré. À la base, une plaque sobre, Duke, partenaire éternel, fidèle jusqu'au bout. Lucy s'avança timidement et déposa son bouquet au pied de la statue. Puis, à la surprise générale, elle murmura en direction du chien figé dans le métal « Tu peux dormir tranquille maintenant, on s'occupe du reste ». Après la cérémonie, le capitaine Carter demanda à Rachel et Noah de rester un instant. Il les emmena à l'arrière du jardin où un enclos avait été aménagé. À l'intérieur, un jeune berger allemand, à la robe encore plus foncée que celle de Duke, attendait sagement, les yeux brillants d'intelligence. Carter expliqua « Celle-ci vient de la même lignée que Duke. Elle a été dressée par la même unité. Elle s'appelle Hope, c'est la relève. » Noah s'accroupit avec précaution, tendant la main vers la chienne. Hope s'approcha sans hésiter, posant son museau dans la paume de son futur maître. Rachel sentit un sourire lui naître malgré les larmes. Dans ce simple geste, elle revoyait les premières secondes entre Noah et Duke. « Elle a encore tout à apprendre, dit Carter, mais elle est déjà spéciale, et je crois qu'elle saura marcher dans ses traces. » Noah hocha la tête, les yeux fixés dans ceux d'Hope. « Bienvenue dans l'équipe, petite, tu verras, tu vas faire de grandes choses. » La famille rentra chez elle avec Hope, qui s'installa aussitôt dans la maison comme si elle y avait toujours vécu. Elle renifla longuement le vieux coussin de Duke, tourna plusieurs fois autour, puis s'allongea à la même place, posant la tête exactement là où lui la posait. Rachel et Noah échangèrent un regard chargé d'émotion. Même Lucy murmura en voyant la scène. Il lui a tout appris, même d'où regarder le jardin. Cette nuit-là, Rachel observa Hope s'endormir, et pour la première fois depuis des jours, elle sentit son cœur s'alléger un peu. Duke leur avait donné tout ce qu'il avait jusqu'au bout, et il avait laissé quelque chose derrière lui, un héritage de courage, d'amour et d'instinct. En regardant le collier posé sur la cheminée, elle sourit tristement. Il leur manquait déjà, mais elle le savait. Il veillait encore, quelque part. Les semaines qui suivirent, la maison reprit doucement vie. Le procès avait conclu à la condamnation définitive de Rico Valdez et de ses lieutenants. Noah avait témoigné une dernière fois, épaulé par Maria et Rachel, et reçu une ovation discrète à la sortie du tribunal. La page semblait enfin se tourner, même si la cicatrice intérieure resterait. Hope, elle, s'était adaptée à la famille comme si elle y avait toujours été. Chaque matin, elle se levait à 5h30 pile, assise devant la porte d'entrée, le regard tourné vers le soleil levant. Et chaque matin, Noah se traînait hors du lit, se préparait avec sa canne et la rejoignait. Ensemble, ils allaient s'asseoir sur le perron, exactement comme ils l'avaient fait des années avec Duke. Hope posait son museau sur ses genoux et il regardait le ciel changer de couleur. Rachel les observait souvent depuis la fenêtre de la cuisine, le cœur gonflé d'une fierté mêlée de mélancolie. Elle savait que ce rituel n'était pas seulement une routine, c'était un hommage, un prolongement de ce que Duke avait bâti. Et dans les yeux bruns d'Hope, elle retrouvait parfois la même intensité dorée que son prédécesseur. À la caserne, les collègues de Noah accueillirent la jeune chienne avec un respect teinté d'affection. « Elle a déjà les manières d'un vétéran ?» plaisanta un officier en la voyant inspecter la salle d'entraînement, la queue en panache.
Noah et Rachel décidèrent ensemble de l'inscrire au programme officiel de l'unité K9, en mémoire de Duke, et il fallut peu de séances pour que l'instructrice remarque ce que tout le monde pressentait déjà. Hope avait hérité de l'instinct de son aîné. Lors d'un exercice, elle avait flairé une cachette dans un mur de briques où des stupéfiants avaient été dissimulés pour le test. Alors même que les autres chiens hésitaient, Hope avait posé sa patte contre le mur, aboyant 2 fois, exactement comme Duke le faisait. Maria, qui assistait à la scène, avait soufflé. On dirait qu'il est toujours là, à travers elle. Noah, lui, avait simplement murmuré « parce qu'il l'est ». À la maison, Lucy prenait plaisir à jouer avec la chienne dans le jardin, courant parmi les feuilles mortes et riant à gorge déployée. Parfois, elle s'arrêtait, serrait Hope dans ses petits bras et glissait « Tu sais, c'est lui qui te l'a appris, même si tu ne l'as jamais vu ». Et Hope, patiente et douce, lui léchait la joue en réponse. Un soir d'hiver, Rachel rangeait le salon quand elle tomba sur l'ancien jouet préféré de Duke, une balle de tennis râpée qu'il ne quittait jamais. Elle hésita puis la posa discrètement dans le panier d'Hope. Plus tard dans la nuit, elle surprit la chienne la flairer longuement avant de s'y allonger, la tête posée dessus comme un talisman. Dans la chambre, Rachel retrouva Noah appuyé contre la tête de lit, le regard perdu dans le plafond. Il la serra dans ses bras et chuchota. « Il nous a laissé plus qu'un souvenir. Il nous a montré ce que ça voulait dire, d'être une équipe. Et ça, on le portera toujours. » Elle hocha la tête, incapable de parler tant sa gorge était serrée. Cette nuit-là, Rachel rêva de Duke. Dans son songe, il se tenait dans le jardin sous la lumière douce de la lune, son regard ambré fixé sur elle. Puis, lentement, il se tourna et s'éloigna dans la lumière, laissant derrière lui une traînée de poussière d'or comme des étoiles. Et Rachel comprit alors, il ne les quittait pas. Pas vraiment. Il avait simplement changé de rôle. Le lendemain matin, lorsque Hope bondit dans le lit pour les réveiller, Noah éclata de rire. Un vrai rire franc qu'il n'avait pas eu depuis des mois. Rachel sentit son cœur s'emplir d'une chaleur nouvelle. Oui, le deuil s'apaisait, la vie continuait. Et Hope était bien là, pour leur rappeler que même quand on croit avoir tout perdu, il reste toujours une lumière à trouver. Le printemps revint plus tôt que prévu cette année-là. Le jardin municipal de Stonefield, tout juste rénové, accueillait ce jour-là une cérémonie particulière. L'inauguration officielle du mémorial dédié aux chiens de service du département. Des dizaines de familles, d'officiers et d'enfants s'étaient rassemblés sous un ciel bleu éclatant. L'air sentait la terre fraîche et les fleurs nouvelles, et dans la brise légère flottait une énergie douce, presque solennelle. Au centre du jardin, un nouveau monument avait été érigé. Une stèle de marbre surmontée d'une sculpture en bronze représentant un berger allemand assis, oreilles dressées, la tête tournée vers l'horizon. La ressemblance avec Duke était frappante. Sur la plaque en dessous, on pouvait lire « Duke, gardien éternel, fidèle jusqu'au bout ». Rachel tenait Lucy par la main tandis que Noah, appuyé sur sa canne, avait à ses côtés Hope, parfaitement immobile et digne. La chienne semblait comprendre qu'aujourd'hui, ce n'était pas elle qu'on honorait, mais celui qui avait ouvert la voie. Les conversations cessèrent lorsque le maire invita Noah à venir dire quelques mots. Noah prit une inspiration et s'avança lentement jusqu'au micro. Son regard se perdit un instant dans les yeux dorés d'Hope avant de se poser sur la foule. Sa voix tremblait légèrement au début, mais devint bientôt ferme. Il y a 1 an à peine, je pensais que c'était la fin. Une embuscade, des blessures, la mort qui me frôlait. Et c'est lui, Duke, qui a refusé d'abandonner. Il a gratté ce cercueil, il a hurlé plus fort que la mort, et il m'a ramené à la vie. Il marqua une pause, ses yeux brillants. Ce chien m'a sauvé plus d'une fois. Pas seulement mon corps, mais mon âme. Parce qu'il m'a appris que peu importe à quel point tout semble perdu, tant qu'on choisit de rester debout, pour ceux qu'on aime, il y a toujours un espoir. Et aujourd'hui, cet espoir porte un nom. Il se tourna vers Hope, et la chienne leva la tête fièrement. Un murmure attendri parcourut la foule. Noah conclut, il ne s'agit pas seulement de chiens, il s'agit de partenaires, de famille et d'un amour qui ne s'éteint jamais. Merci Duke. Puis, Lucy fut invitée à s'approcher à son tour. Elle tenait un petit carnet dont elle avait soigneusement décoré la couverture avec des autocollants d'étoiles et de pattes. Sa voix d'enfant résonna claire et douce. « Moi, j'ai appris que l'amour, ça ne se divise pas. Ça se multiplie. Quand on a eu Duke, il m'aimait, et puis quand on a eu Hope, elle m'aime aussi. Et elle continue ce que lui avait commencé. Alors je crois que même quand quelqu'un part, son amour reste, et il nous aide à grandir encore plus fort.
Elle termina son discours en posant une petite couronne de fleurs au pied de la stèle. « Merci d'avoir protégé mon papa, Duke. On t'aime pour toujours. » Un silence ému emplit l'air, puis les applaudissements éclatèrent. La cérémonie se termina sous un ciel où les nuages semblaient eux-mêmes former des silhouettes familières. Hope se plaça au pied du monument, adoptant la même position que la sculpture, et Noah glissa la main dans son collier. Rachel, debout derrière eux, sentit ses yeux se remplir de larmes. Mais cette fois, des larmes d'espoir. En rentrant chez eux ce soir-là, la famille s'arrêta sur le perron pour regarder le coucher de soleil. Hope s'assit calmement à la place que Duke avait occupée pendant des années. Noah posa la main sur sa tête et murmura « On est encore une équipe, toi et moi, comme il nous a appris. » Rachel serra la main de Noah et regarda Hope fixer l'horizon. Et dans un souffle presque imperceptible, elle crut entendre une patte invisible racler doucement le bois du perron, comme un cygne. Elle sourit à travers ses larmes, se souvenant « Les vrais héros ne disparaissent de jamais vraiment. Ils veillent, depuis un autre poste. » Et quelque part dans la lumière du crépuscule, une ombre familière se tenait fière et sereine, les oreilles dressées, surveillant ceux qu'il avait juré de protéger. Toujours, à la mémoire de ceux qui nous ont appris la fidélité, la bravoure et l'amour sans condition. Partagez votre histoire en commentaire. Quelle leçon votre compagnon vous a-t-il apprise? Et si vous pouviez lui dire un dernier mot aujourd'hui, que lui diriez-vous?